Elle est tranquille. Bravo Daniel Picouli parce qu'il était à 10h25 au lieu du rendez-vous. Oui, mais là je suis tellement désespérée que je... Alors je ne sais pas si on a des micros ou pas. Oui, on a des micros. Est-ce qu'ils fonctionnent? Oui. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Ça va? Oui, ça va. En fait, vous avez remarqué, on m'a mis un micro plus bas. Il faut que je me mette les enfants. C'est pas vrai. Alors, on vient d'avoir, et je vais me calmer dans 2 minutes et je vais laisser la parole à Daniel Picouli, on vient d'avoir dans la voiture une discussion tellement passionnante sur la politique. Parce que, comme vous savez, Daniel Picouli anime aussi l'émission en ce moment de rencontres politiques. Si vous êtes là, c'est parce que j'ai le plaisir de vous le présenter, l'animateur de télévision, le scénariste de bande dessinée, l'écrivain, que je croise moi depuis 4-5 ans, parfois dans des salons du livre, parce que c'est assez rare, et c'est une autre chose qu'il n'a pas tellement le temps de la promo, et que je découvre comme écrivain depuis 2 ans seulement, je crois, et que je suis très heureuse de faire découvrir mon livre. Parce que vous verrez, en plus, il est très sympa, il ne lâche rien à la faire. Donc Daniel Picouli, bonjour et merci d'être là. Mais je dois dire, on ne dira rien de la conversation automobile, qui était extrêmement privée, puisqu'elle concernait son époux et la politique. Et je peux vous dire, je ne devrais pas le dire, mais comme elle n'écoute pas, c'est très bien. C'est pas si simple que ça dans les couples quand on a fait la politique, si j'ai bien compris. Voilà. Bon, je vous dis alors, non. Alors, puisque c'est l'heure des confidences, je veux aussi vous dire que Daniel Picouli rentre tout juste de la Martinique, où il est en train d'écrire son prochain livre. Et ben voilà, c'est à vous de nous en parler du coup, plutôt celui qui n'est pas publié à faire les éditions. Donc oui, je rentre de la Martinique, tout le monde fait, oh, c'est bien, il t'a passé 15 jours tranquille. Maintenant, je suis allé pour 2 choses, un documentaire que je prépare sur les poils noirs de la Martinique, puisqu'il y a eu des Martiniquais qui ont participé à la guerre de 14, et dans ces Martiniquais, il y avait mon grand-père, Jean-Jules Joseph. Oui, parce que je suis d'origine martiniquaise, j'ai peut-être arabe, mais ça c'est parce que c'est plus facile dans la vie. Voilà. J'ai choisi, mais voilà. Et c'est ce qui me permet, quand je vais au Maroc, on me parle en arabe, je ne peux pas répondre, donc on m'engueule, on parle du genre, oui, tu fais ton fier, tu ne veux pas parler arabe. Je vais à la Martinique, on parle créole, je ne parle pas créole, donc on m'engueule parce que je ne parle pas créole. Je dis, tu fais ton fier, tu veux faire ton parisien. Heureusement que je suis avec vous, donc vous pouvez m'engueuler, je parle français. Ça me repose. Ça me repose. Donc je suis allé à la Martinique, effectivement, sur les traces de Jean-Jules Joseph, qui est une espèce de figure mythique dans ma famille. Et pour ceux qui ont lu mes livres, ça que tout ce que je sais de ma famille, c'est ma mère qui raconte. Ma mère s'appelle Paulette, j'ai écrit Paulette et Roger, et mon père c'est Roger. Mon père c'est l'Antillais, et ma mère c'est la Morvandiote. Mon père c'est un Antillais de Tarbes, une génie à Tarbes, c'est un peu bizarre, mais justement, j'ai réussi à trouver pourquoi un Antillais naissait à Tarbes et rencontrait une Picouli là-bas. Bon, j'ai l'Antillais, alors on dit, voilà, vous savez, espèce de facon d'Antillais, c'est ça. Mon père parlait pas. Mon père, c'était un taiseux absolu. Il disait rien, et la Morvandiote, elle, c'est elle qui racontait tout. J'ai une mère qui a raconté toutes les histoires que maintenant j'écris. C'est elle. C'est-à-dire qu'elle avait cette faculté de raconter les choses en faisant que la vie était plus grande que la vie quand elle racontait. C'est-à-dire que quand elle racontait mon père, c'est ce que je dis dans mes livres, mon père avait fait la guerre de 39, il avait tout fait, il avait tout gagné. Il avait sauvé le général de Gaulle à plein temps, c'était son job. Bon. Et de l'autre côté, j'avais un grand-père, Jean-Jules Joseph, donc cette espèce de grande baraque qui devait faire plus d'un mètre 90, une espèce de poids lourd noir américain, qui avait fait la guerre de 14. Et si j'écoutais ma mère, il avait tout gagné, c'était lui, quoi. Le chemin des dames, tout ça, c'était mon grand-père. Bon. Et il y avait sa photo, ça, elle était sur le mur. Et ma mère, quand les copines venaient boire le café, elle présentait le héros de la famille, Jean-Jules Joseph. Elle racontait son évasion des camps, elle racontait sa médaille militaire, elle racontait tout ça. J'étais là, elle prenait le café, les petits beurres, j'étais impressionné. On avait un héros dans ma famille. Moi, j'étais nourri à ça.
Donc je me suis dit, un jour je vais raconter, puisque c'est centenaire, je vais raconter l'histoire de mon grand-père. Et je commence un roman avec donc cette espèce d'épopée glorieuse, héroïque d'un grand-père qui part de la Martinique en 1913. Il a 20 ans en 1913, donc il est dans les premiers conscrits de la Martinique. Et puis voilà, il rencontre ma grand-mère, Marie, dans un hôpital, parce qu'il était blessé à l'œil, tout ça. Puis après la guerre, ils se sont promis, ils vont se marier à Tarbes, ils vont opposition de la famille, parce qu'il est noir, et tout. Je raconte tout ça. Et puis, comme j'ai besoin de précision historique, je sollicite une historienne, Samy Nandine-Monvipon, qui est la spécialiste des poils noirs. Et j'attends pendant quelques semaines, même moi, sa réponse. Puis un jour, il arrive 2 lignes sur mon mail. Votre grand-père n'a pas fait la guerre. Alors bien sûr, dans ces moments-là, vous avez envie d'éteindre l'ordinateur. Vous allez voir un coup, vous dites c'est dommage que j'ai pas de réserve de violon, parce que ça serait vraiment le puiser dedans. Vous voyez ces 2 lignes-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors déjà, vous avez la réaction, réaction orgueilleuse, mais qu'est-ce que l'histoire vient faire? Les histoires de famille, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Si moi je vous dis que mon grand-père est héros, c'est que ça va être un héros. Et elle m'a donné des précisions. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait mon grand-père? Alors s'il n'a pas fait la guerre, alors qu'il avait 20 ans en 1913, il s'est planqué. De héros, il était passé au statut de planqué. Le gars qui s'était faufilé, qui s'était fait exempter, qui était réformé. Donc j'avais envie de décrocher la photo du grand-père du vieux sur ce mode-là. Et donc, quelques temps après, parce que c'est un peu beaucoup de travail qui a dû penser que c'était important de simplement mettre un grand coup sur la tête et faire toute l'histoire familiale, c'est pas rendu compte. Donc, elle a laissé du temps passer. Et après, elle m'a expliqué, elle m'a envoyé une petite coupure de presse dans le journal La Paix de 1916, où il y a un appel à candidature. La Martinique lance un appel pour recruter des ouvriers qualifiés pour partir dans les arsenaux français en métropole. Et donc mon grand-père fait partie des 16 Martiniquais sélectionnés, parce qu'ils ont fait une sélection, et il est parti en tant que forgeron pour travailler dans les arsenaux de Tarbes. Donc c'est pour ça que oui, la petite Tarbes, c'est comme ça qu'il l'a rencontré, et non pas dans un hôpital de campagne qui va se réveiller. Donc moi j'avais déjà écrit une saga formidable, avec une assure. Parce que je me suis documenté, moi je me suis documenté sur ces bases-là, je peux tout vous dire. Ma grand-mère travaillait dans les unités de ce qu'on appelle des petites curies. Les petites curies, c'était des ambulances qu'avait créées Marie Curie pour passer sur le front. Elle avait testé les premières radios pour déceler la présence des objets, des balles, des éclats d'obus dans le corps. Donc, ma grand-mère, Marie Tajan de Savenac, parce qu'elle s'appelle Tajan de Savenac, était donc une de ces petites infirmières qui avait sauvé mon père. Pas du tout. Pas du tout. En plus, ma mère a toujours dit à ton père, mon grand-père, c'était un costaud, un beau gosse, et il avait épousé le Tajan de Savenac. Donc on avait du sang bleu, on était des noirs à sang bleu, c'est quand même quelque chose, ça de la classe. Et donc on se renseigne, mon épouse qui alors fait des recherches et tout ça, tac, on reçoit une lettre de l'arsenaliste, c'est une femme qui s'occupe de la documentation à l'arsenal de Tarbes. Tajan de Savonique, ça veut dire simplement qu'elle s'appelle Tajan d'un bourg qui s'appelle de Savonique. Donc, craque, la particule aussi, le sang bleu, un peu explorgé. Donc, transfusion sanguine, nous voilà avec du sang normal, plus de sang bleu, plus rien. Donc, je me retrouve avec cette espèce de projet, parce que j'avais commencé à écrire, j'écris un roman, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je ne vais pas raconter l'histoire d'un gars comme ça qui est parti, forgeron, c'est bien, c'est une belle aventure. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait entre 2013 et 2016, enfin entre 1913 et 1907? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc j'ai commencé à me documenter. Puis je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est rien, c'est une péripétie. Tu vas pas te laisser embarrasser par l'histoire, la réalité. Continue à raconter l'histoire de ton grand-père et fais comme tu as fait dans tes romans historiques, c'est-à-dire sois parfaitement rigoureux sur l'organisation, celle qu'on peut vérifier, quoi, ce qu'on appelle l'histoire, et puis là-dedans glisse un roman.
Donc j'ai commencé comme ça. Ça s'appelle Moi, Jean, Jules, Joseph. Et c'est le grand-père, il est dans un cadre comme ça, et il commence à raconter son histoire. Et il raconte justement la façon dont lui est raconté. C'est-à-dire que ma mère, quand elle était devant ce cadre, elle racontait comme un héros, comme un gars qui avait fait plein de trucs. Et lui, quand il entend ça, il trouve que c'est pas mal. Il se dit, tiens, en fait, c'est pas mal comme ça. Et cet homme commence à croire au récit qu'on fait de lui. Il commence à y croire et même à considérer que c'est même mieux que sa vie et que pourquoi pas. Donc c'est un gars, il a le choix entre une vie héroïque qu'on raconte et puis sa vie à lui. Et il a l'air de choisir la vie héroïque. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal, il est intéressé, donc je vais lui faire une vie héroïque. Donc mon grand-père, et j'ai été obligé de me documenter parce que je me suis aperçu que je ne savais rien de la Martinique, rien du tout. Rien du tout. Mon père, qui était d'Arvey, ne parlait jamais de la Martinique. Il ne nous a jamais inculqué le moindre élément de culture ou d'histoire de la Martinique. Il n'est jamais retourné à la Martinique, mon père, alors qu'il travaillait à France. Que ça lui coûtait moins cher d'aller à Fort-de-France que d'aller à Bordeaux en train. Et on n'est jamais allé là-bas. On aurait pu faire un charter avec les gosses, ça n'aurait coûté rien du tout. Bon, il n'a jamais fait. Donc tout ça, j'ai trouvé ça un petit peu mystérieux, un petit peu étrange. Donc j'ai revisité l'histoire de la Martinique, c'est ce que j'ai fait aussi en partie quand je suis allé là-bas. Je me suis aperçu que c'était normal qu'il parte en 1916, puisque quand la guerre commence à la Martinique, il faut savoir qu'au moment où la guerre commence à la Martinique, les Martiniquais n'ont pas le droit de faire le service militaire. N'ont pas le droit. C'est un droit qui ne leur est pas attribué, puisque bien sûr à cette époque-là, on est encore dans ce qu'on appelle les vieilles colonies, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements très forts pour que les Noirs de Martinique n'aient pas les mêmes droits que tous les Français. Donc ils n'ont pas ce droit-là. Ils le revendiquent depuis déjà pas mal d'années, il y a même des lois qui sont passées. Et quand arrive la guerre, c'est bizarre, on leur donne. Parce qu'on se dit, tiens, ces gars-là, ils devraient être capables de mourir comme les autres. Donc on va les envoyer. Et donc la conscription est arrivée en Martinique à cette époque-là. Et alors, là, encore une fois, résistance locale absolument extraordinaire, parce que vous voyez les premiers conseils de révision à Fort-de-France, il y a 500 jeunes Martiniquais qui sont même dans la fleur de l'âge, qui ont 20 ans, qui se présentent. Conseil de révision, pas devant un médecin, tout ça, qui a exempté, ou au contraire, bon pour le service, ou bien réformé. Sur les 500, ils en prennent 9. 9. C'est-à-dire que tous les autres sont considérés comme malades, nostalgiques, boiteux, c'est-à-dire que si on regarde, on se dit, la Martinique, c'est un truc d'handicapé, et puis il n'y a pas un mec de malade là-dedans. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que les conseils de révision étaient infiltrés par aussi bien les planteurs que les usiniers qui ne voulaient pas que les gars partent, bien sûr, parce que c'était tout un main-d'œuvre qui allait partir à la guerre. Donc ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils restent là, plus le fait aussi qu'il y avait une autre frange plus politisée, parce que c'était sérieux la vie politique là-bas, qui ne souhaitait pas que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs. Donc je découvre ça au fur et à mesure que j'écris ce livre, et j'essaie après de m'imaginer qu'est-ce que c'est qu'un gamin qui est né en 1893 dans le quartier de Trenel. Je ne sais même pas ce que c'était le quartier de Trenel. C'est une espèce de favela qui est sur un morne, comme ça, quand on est à Fort-de-France, on voit toutes ces maisons qui sont entassées à flanc de colline, comme ça. Je suis allé voir, c'est absolument extraordinaire, et je me suis remis en situation physique. Moi, j'aime bien physiquement voir là où j'écris. Je me souviens quand j'avais écrit pour Marie-Antoinette, comme Marie-Antoinette a fait un trajet qu'on peut encore faire à Paris nos jours, je m'étais mis comme ça au milieu de la rue, parce que Marie-Antoinette était assise de dos sur la charrette, et donc moi je voulais voir ce qu'elle avait vu. Et j'étais comme ça sur les cheveux, je marchais à reculons. Quand j'ai failli me faire écraser par une voiture, le gars ne comprenait pas qu'un mec soit au milieu de la rue comme ça, et je lui dis, mais c'est pour Marie-Antoinette. Je crois qu'il m'a pris pour un cinglé, et il s'est dit, il est en train de détruire à Paris aujourd'hui. Et donc, moi j'avais fait ce trajet-là, et j'ai refait pareil à Trenel. Ce qui est drôle, c'est que si un jour vous avez envie de savoir ce que Marie-Antoinette a vu, c'est quand même la fenêtre où était David quand il a croqué ce fameux petit portrait d'elle sur la charrette. Vous faites ça, vous êtes ému, vous dites puis quand même ça. Puis après, quand vous continuez à lire, vous apprenez qu'il était myope, elle n'a rien vu. Et dans cette histoire, c'est comme ça vous fait sortir un petit peu souvent le truc sous les pieds, bon, c'est comme ça. Et là,
Je suis allé à Trenel, donc Trenel, et quand on est posé là, quoi, on a toute la vue sur la baie de Fort-de-France. Ou alors, au contraire, ce qui n'est pas beau, peut-être qu'il va, en regardant ces paquebots qui s'en vont, les voiliers qui s'en vont, peut-être il rêvera de partir. Au contraire, il y a cette église, et puis à cette époque-là, le rêve des mères, c'était que leur enfant entre dans les ordres, parce qu'ils avaient une vie assurée. Donc j'avais comme ça sa vie, toutes les vies potentielles de mon grand-père, simplement en regardant la baie de Fort-de-France, et je suis parti de ça, et des odeurs. Et des fois, on fait des rencontres. Vraiment, je vous dis, là, ce qui s'est passé il y a à peine une semaine, et pour montrer que un roman, ça se transforme au fur et à mesure des rencontres, et des surprises ou des mails, comme celui de cette infirmière. Je suis allé, si vous êtes allé déjà à Fort-de-France, vous connaissez peut-être, il y a le Fort Saint-Louis, c'est un fort comme ça qui avance dans la baie de Fort-de-France. On est allé là-bas pour faire des repérages pour le documentaire, et j'ai vu une chose qui est formidable, si vous allez, ce sont des cigognes. C'est un fort qui est envahi de superbes iguanes, très grands, qui dans le premier temps vous impressionnent, vous font peur, parce que les iguanes sont des dragons d'aujourd'hui. Vous avez l'impression justement que ces bêtes sont là depuis toujours. Et je me suis dit, quand j'ai vu une très belle iguane jaune et vert, je me suis dit, cette iguane a vu la Martinique du temps de mon grand-père. Parce que quand vous regardez un iguane, vous ne pouvez pas vous dire que c'est un animal qui va naître, vivre et mourir. Vous dites c'est immortel, c'est là depuis toujours, c'est un espèce de témoignage préhistorique de l'histoire du temps. Voilà. Et vous dites, il a vu les premiers voiliers arriver ici, il a peut-être vu Christophe Colomb là-bas, débarquer au Carbet. Salut Christophe, bon, voilà. Mais vous me dites ça, mais vraiment, vous dites vraiment ça. Et vous dites, je vais faire raconter par cette iguane tout ce qui est de l'ordre de cette histoire un petit peu à la fois ancienne et qui a constitué mon grand-père et qu'il a pu voir. Et on revient dans même les odeurs, les parfums. Moi, j'y connais rien en végétation. Quand je suis à la Martinique, c'est vert, c'est de la salade, je ne comprends rien. Je ne sais pas distinguer les plantes. Il y a pourtant des tablis, des jardins créoles, je ne comprends rien. Je veux pas. Donc, je me suis mis dans l'idée que j'avais aussi un grand-père qui était de cet ordre-là, qui était une espèce d'être animiste. Il y a une pratique que j'adore, et qui est déjà dans le roman, c'est que les pères, aux Antilles, à cette époque-là, à la Martinique, quand le bébé naissait, ils avaient enterré le cordon ombilical sous un arbre. Ils choisissaient un arbre, et quand l'arbre qu'ils avaient choisi devait un peu à la fois incarner l'enfant et lui donner une sorte d'avenir. C'est-à-dire, si on choisissait tel arbre plutôt que tel autre, on projetait son enfant dans telle vie plutôt que telle autre, dans telle constitution, dans telle qualité. Et ça, j'adore cette idée-là, parce que ça veut dire, et j'ai parlé avec des gens qui sont dans cette situation-là, que vous pouvez vous promener dans la nature, vous pouvez regarder un arbre, et vous pouvez vous dire, c'est moi. Ouais, vous pouvez vous le dire. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire que sous cet arbre, peut-être, votre père a creusé et a enfoui votre cordon ombilical, qu'il a nourri en partie cet arbre, et que cet arbre, c'est vous. Vous pouvez lui parler, que vous pouvez donc vous adresser à lui, et que c'est vous, et qu'en même temps, c'est donc lui qui peut regarder et vous raconter tout ce qu'il voit. Et ça, c'est un sentiment que vous pouvez avoir très profondément. C'est pas quelque chose que vous constituez pour le plaisir de la narration, parce que tout ça, vous savez le faire, mais que vous ressentez réellement. Ça vibre vraiment en vous quand vous y êtes. Et ça, c'est ce qui est arrivé. C'est ça qui est la magie d'être sur le terrain et de se dire ça. Et c'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé à la Martinique et à Trenel. Après, c'est très simple. Vous reprenez toute l'histoire de la Martinique et vous dites en 1893, donc quel âge il avait quand il y a eu l'éruption de la montagne Pelée. Parce qu'il y a eu une éruption extraordinaire. C'est en quelques secondes 30 000 morts. 30 000 morts. C'est une des plus grosses catastrophes qu'il y ait jamais eu à cette époque-là. Pourquoi les gens ne sont pas partis alors que cette montagne gronde depuis des semaines et des semaines? Pourquoi ils ne sont pas partis? Pourquoi ils sont restés là? Et qu'est-ce qui a disparu? Et toute cette beauté, parce que à cette époque-là, Saint-Pierre, c'était ce qu'on appelait le Petit Paris. Il y avait eu un niveau culturel, un niveau architectural absolument extraordinaire, un théâtre fantastique, un endroit magique qui est le Jardin des Plantes. Et dans ce Jardin des Plantes, pour vous dire la nature, les rapports des gens, il y a un carré assez extraordinaire, un carré qui est le carré des duels. C'est-à-dire que des gens qui voulaient se battre en duel, on leur avait réservé un endroit où ils pouvaient le faire au milieu d'une végétation absolument extraordinaire, où vous pouviez mourir au milieu des bougainvilliers. Ça mais c'est des choses comme ça qui vous inspirent et vous inspirent. Dans cette montagne Pelée, quand elle explose, elle rase
instantanément, Fort-de-France devient la capitale de la Martinique, ce qu'elle n'était absolument pas à l'époque. Donc ce gamin, lui, il est né en 1913, donc avant, il voit, en 1902, l'éruption, qu'est-ce que ça a produit chez lui? Quelle histoire ça a engendré? Et après, j'avance comme ça dans toute l'histoire de la Martinique, l'arrivée des premières automobiles, les assassinats politiques, enfin, plein de choses comme ça. Et à chaque fois, mon grand-père est là. Mon grand-père, il a tout vu. Il a tout vu. Il a été à tous les moments. Bien évidemment, je n'essaie pas de faire croire ça dans le livre, bien que j'espère aussi croire. Mais c'est simplement pour dire qu'une histoire, quelque histoire qu'elle soit, la nôtre, traverse des pans d'histoire, y participe et est donc là, de fait. Et en fait, comme moi, je ne connaissais pas l'histoire de Martinique, et je m'aperçois que beaucoup de gens ne la connaissent pas, et que beaucoup de Martiniquais ne la connaissent pas. Parce que je peux vous assurer que moi, je suis allé avec un réalisateur, on allait interroger les gens sur ce qui se passait pendant la guerre, avant la guerre, et les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, parce qu'il y a un truc très étrange, cette guerre de 1914, qui a suscité un élan patriotique énorme là-bas. Élan patriotique, pourquoi? Parce que c'était l'occasion, comme on dit dans les journaux, de payer l'impôt du sang. Et ça me paraît bizarre, c'est des expressions aujourd'hui qui nous paraissent étranges en termes de patriotisme. Mais des gens qui n'ont pas tous les droits, le jour où ils accèdent à ces droits-là, ils en sont fiers et ils le revendiquent. Mourir pour la patrie était une espèce d'acquisition de la citoyenneté à l'époque. Ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Donc, ces jeunes gens sont partis pour mourir pour leur pays, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient créoles, qui étaient de la Martinique. C'est difficile aujourd'hui à imaginer, et pourtant, ça a été le cas. Ils sont partis dans ces conditions-là. Donc, quand j'en parle avec les Martiniquais aujourd'hui, eh bien, il y a un silence. Moi, je suis allé, on a sillonné la Martinique, on ne trouve quasiment pas de traces de ses grands-parents, parce que pour les gens d'aujourd'hui, c'est leurs grands-parents qui ont fait. On a trouvé quelques-unes, mais alors elles sont absolument somptueuses. On a rencontré un petit-fils d'un soldat qui s'appelle Briard Léonce. Ce gars a eu toutes les décorations possibles et imaginables de l'époque. De la Croix de guerre, Légion d'honneur, jusqu'au Lion noir du Bénin. Le gars, il a fait les Dardanelles. Les Dardanelles, c'est une chose dont on parle peu, mais qui est un massacre considérable à cette époque, un massacre aussi bien de jeunes gens qui viennent de toute la région de province de France que d'outre-mer. Des choses incroyables. Ces gars qui sont partis en Martinique, on les a fait partir en plein été là-bas pour arriver en France. Ils sont morts de froid. Une grande partie, et on a été obligé de rapatrier parfois près de 2 tiers d'un contingent, tout simplement parce qu'on a prévu que ces gens auraient froid et mourraient de froid. Ça paraît complètement sidérant quand on voit le pactage qu'on leur donne, le petit gilet, le petit paletot et les chaussettes. On dit ça, ils vont mourir, il n'y a pas de problème. Mais c'était des choses. Mais attention, quand on parle de ça, c'est pas simplement. Si vous regardez l'équipement des soldats français au début de la guerre, avec le fameux pantalon rouge, on n'avait pas du tout. On avait prévenu 3 semaines de campagne. La guerre, ça devait être réglé en 3 semaines. Et les soldats français étaient équipés pour 3 semaines à peine. Tous. Donc, à fortiori, j'allais dire, ces soldats-là. Donc, quand on va en Martinique et qu'on parle de ça, il y a une gêne. Il y a une gêne, parce que la Martinique est entrée dans un processus, à un moment politique. Il y a encore des gens qui sont des leaders politiques aussi, ont tous un passé indépendantiste. C'est-à-dire qu'ils ont eu, à une époque, on ne s'en souvient pas, mais il y a eu même des luttes violentes, comme il y a pu y avoir en Bretagne chez nous, comme il peut y avoir encore au Pays Basque, d'indépendantistes qui ont voulu que la Martinique, j'allais dire, se sépare de la France. Donc ces gens-là qui sont aujourd'hui au pouvoir n'aiment pas cette période-là. Parce que cette période-là était une période intégriste, intégrationniste, c'est-à-dire une période où les gens revendiquaient d'être plus français que français. Donc, tous les Martiniquais voulaient être plus français que français. Et la classe dominante à l'époque politiquement, c'était les mulâtres. C'est-à-dire, non les béquets qui étaient plus conservateurs et les noirs qui étaient beaucoup moins concernés, mais les mulâtres. Et aujourd'hui, la Martinique a comme le complexe de cette époque où la Martinique voulait être plus française que française, alors qu'eux ont été et se sont battus, et se battent encore certains pour l'indépendance. Et ça met beaucoup de temps à comprendre toutes les réticences, à se demander pourquoi les traces disparaissent, pourquoi on n'est pas capable de parler de son grand-père, de son arrière-grand-père qui a été un héros, qui a été fondamentalement un héros. Il y a un type, c'est le premier pilote noir, il s'appelle Région. Ce mec, il faisait 1m50. C'était un cricket gros comme ça. Il a passé 3 fois le conseil de révision. Il venait exempté, trop petit, trop malin, dégage. Il revenait, dégage.
Et ce gars, il a pris un avion, à lui tout seul, il a transporté là-bas, il était à l'espace sans demander la permission à personne avec un zinc qu'il a appelé Zaza, du nom de sa sœur. Mais ça, c'est vrai, vous êtes romancier, vous inventez ça, vous êtes gentil là-haut. Et c'est vrai. Donc il y a une énergie, il y a des héros, il y a un truc incroyable. Et il y a aussi la raison pour laquelle les Antillais ou les Martiniquais ont encore du mal à parler de ça, c'est que la guerre est la période de prospérité la plus intense de la Martinique. Pour une simple raison, que vous allez tout de suite comprendre, on a fait la guerre en métropole dans les champs de betteraves. Ça ne paraît pas. Les champs de betteraves, c'était avec ça qu'on faisait du sucre. On a été les premiers producteurs au monde de sucre grâce à Napo et quand on a vu le blocus des Anglais, on avait inventé le sucre de betterave. Premier producteur du monde. Plus un sucre. Où on va chercher le sucre? Aux Antilles. Parce que c'est là qu'on produisait le sucre de canne. Donc, la métropole est approvisionnée par tout le sucre des Antilles qui est réquisitionné. Et on se dit, tiens, il y a un truc qui serait pas mal, c'est que nos soldats aient un peu de cœur à l'ouvrage. On va leur faire boire quoi? Rhum. De la Martinique. C'est-à-dire que la Martinique, pendant cette guerre, a fourni tout le sucre et tout le rhum que l'on a consommé en métropole. Et le rhum a été consommé, il faut savoir, ça sert aussi à faire des explosifs et ça sert aussi à faire des médicaments. Donc il y a eu des quantités phénoménales. La production, il y a eu un nombre de distilleries insensées en Martinique à cette époque-là. Donc plein de distilleries clandestines. Ils ont été obligés de créer une brigade du genre les incorruptibles, parce qu'il y avait des trafics. Oui, absolument. Et aujourd'hui, il y a 2-3 jours, j'ai interviewé un gars qui a une distillerie comme ça, qui fait des trafics. Enfin bon, pas exagérer. Et Guadeloupéen était beaucoup plus coquin que nous. C'est tout. Lui, on avait des trafics, plus que nous. Donc, il y a une espèce de pas de chape de plomb, parce que tout se fait de façon souriante, mais des fortunes ont été constituées grâce à la guerre. Et tout le monde sait que la guerre constitue des fortunes. C'est-à-dire que moi j'ai vu un gars qui est venu avec sa collection de tout un tas d'objets de la guerre de 14. Vous avez dedans, chaque objet correspond à un marché considérable. Les simples pinces à cisailler les barbelés en face, c'est fabriqué par Peugeot. Vous avez le savon à barbe, tout ça c'est des marques. Tout ça c'est des marchés considérables. Donc des gens gagnent beaucoup d'argent pendant la guerre et après ils essaient d'éviter d'en parler. Mais pour la Martinique, ça a été considérable en prospérité. Et ça, ils ont beaucoup de mal à en parler. Donc ça fait partie de toutes ces réticences qu'il y a là-bas et qu'il faut essayer de lever pour avoir quelques éléments historiques et autobiographiques. Mais moi, je m'en rends pas, comme je suis romancier, je peux y aller. Et il y a encore autre chose le plus douloureux, le plus difficile, même l'historienne, on lui a demandé de ne pas en parler, c'est que pendant la guerre, quand vous avez un fils, un mari, un frère qui part à la guerre, vous touchez une pension. Et moi je m'étais dit, l'époque de la guerre, il va se passer comme en France, les femmes vont prendre des postes qu'elles n'occupaient pas à l'époque, et ça va être l'émergence d'un pouvoir féminin, comme il y a pu y avoir en France, où la place de la femme a définitivement changé après la guerre. Enfin, il y a des allers-retours, mais en tout cas, les choses se sont produites. En Martinique, non. Absolument pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Tout simplement parce que les pensions qui étaient versées à l'époque pour ces militaires étaient nettement plus importantes que ce qu'on pouvait gagner en coupant la canne. C'est-à-dire que tout à coup, ils sont arrêtés d'aller au champ parce qu'ils pouvaient vivre de la pension. Et ça, vous n'avez même pas le droit de le dire. Aussi, aujourd'hui en Martinique, si vous dites que les femmes ont arrêté de travailler pour vivre de la pension des enfants, ben oui, et c'est la vérité. Et un autre truc, je vous dis comme ça, puisque personne ne nous écoute dans le il y a un truc extraordinaire, c'est que pour la conscription, donc, on recrutait des jeunes martiniquais, et il y avait une façon de ne pas y aller, c'était malade, puis il y avait une autre façon de ne pas y aller, c'est d'avoir plus de 5 enfants. Et alors, là, on a vu des gars taper aux portes des gens pour demander à reconnaître les enfants de la dame. Parce qu'à la Martinique, on le sait, c'est les femmes souvent qui transmettent le nom. Le nom Picouli a été transmis par une Rosalie Picouli qui ne s'est pas mariée. On faisait des enfants sans père. Et donc, il y avait plein d'enfants disponibles. Et les Nantais, vous n'avez pas un petit enfant adopté, parce que moi j'en ai 4, il m'en faudrait 2, et je pars pas à la guerre. Mais je vous assure, il y a un gars, dans la même journée, il a reconnu 9 mots. Non, mais c'est vrai.
c'est dans les journaux. C'est des trucs, bon, alors, bien sûr, il y a des mots qui sont des reconnus de guerre. C'est tout un tas de choses comme ça qui sont des filiations, mais moi que je trouve formidablement romanesque, et je suis toujours étonné qu'on n'en reconnaisse pas ça. On comprend pourquoi c'est assez difficile pour un certain nombre de... tu prends le micro, tu dis va parler pendant 2 heures. Le problème avec la Martinique, Daniel, c'est qu'elle n'est pas publiée. Et quand j'ai un tas de livres là, qui sont publiés, moi je m'arrête pour ça. Moi je suis discipliné. Il atterrit du soleil de Martinique direct là sous la pluie en Saint-Laurent parce qu'il jouait sa pièce hier soir à Boulogne-sur-Mer. Et donc c'est vraiment une arrivée, il est encore là-bas comme on le voit. Alors moi je vais essayer de vous rappeler. Évidemment, vous savez comme d'habitude, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser, à lever le doigt au moment où vous les avez. Pour ne pas... Moi, je vais essayer de... du coup, je pense que le plus simple, c'est de présenter un peu les livres qui sont là. Moi, j'ai découvert, je ne sais pas si vous le saviez, j'ai découvert il y a peu que Daniel Pupui était le 11e enfant dans une fratrie de 13. Et depuis que j'ai découvert ça, je regarde ces livres jeunesse d'un tout autre œil. Parce que, enfin, je pense que l'enfance multi-heureuse, comme vous dites, ça y est encore pour quelque chose dans vos livres. Et je vais essayer d'y aller de manière chronologique, parce que j'ai découvert aussi que son premier livre n'est pas celui-là que vous connaissez tous, Le Chant de personne, qu'il a fait connaître, mais un polar atroce. Alors je vous raconte juste le début de l'histoire et puis je lui laisse la parole. C'est un polar qu'il écrit et qu'il montre, que je n'ai pas le premier livre, non, on ne l'a pas là, qu'il écrit, il est vraiment très noir, il le montre à son instituteur. Et là, il a beaucoup de chance parce que l'instituteur se dit mais je ne comprends pas comment un enfant aussi lumineux que vous peut écrire une chose pareille. Mais en même temps, je vais le passer à une de mes connaissances qui s'appelle Daniel Preda. Et la suite, c'est beaucoup de larmes. Alors, j'ai commencé par parler d'un livre qui n'est pas sorti et je vais vous parler d'un livre maintenant qu'on va faire beaucoup à la fin. Ah, c'est pas celui-là. Ah non, je vais parler de celui-ci. De Jean de personne. Oui, bien ça va. Oui, c'est vrai que j'ai commencé à écrire des polars, un polar très noir, qui s'appelle La Lumière des Fous, qui est un livre qui a beaucoup d'adeptes, parce que beaucoup de gens m'ont reproché d'arrêter cette veine très violente, oui, effectivement, les gens sont un petit peu étonnés, et la formule que tu as rapportée, à savoir comment un être aussi solaire que vous peut écrire des choses aussi noires, ça m'a intéressé, parce que c'est une réalité. J'ai écrit ce polar, moi j'ai toujours écrit, et je n'ai jamais publié du vivant de mes parents. Ça, c'était une règle absolue, mais je n'aurais jamais publié. Parce que, d'abord, mon père est mort très tôt, il est mort à 50 ans, et c'est ces hommes qui meurent de leur vertu, hein, quand vous élevez 13 gosses, que vous êtes chaudronnier, et que le mot le plus répandu dans la maison, c'est l'heure supplémentaire, il y a un moment, et que vous n'avez qu'un poumon, et vous descendez pour des primes, débosser des réservoirs de l'avion, et certains que la vie vous attend au tournant. Donc il est mort très très tôt, et j'ai trouvé ça parfaitement injuste. De nous avoir fabriqué autant de bonheur. Parce que quand même, mon père est un gamin de 21 ans qui épouse ma mère qui a 28 ans, qui est veuve et qui a déjà 9 enfants. Bon. Donc c'est le genre de cinglé pas facile à imiter. Hein. C'est-à-dire que moi, le jour de mes 21 ans, je me suis levé et je me dis, Daniel, aujourd'hui tu épouses quelqu'un qui a 9 enfants. Vous vous recouchez immédiatement. Hein. C'est pas un truc sans peine. Et pourtant, lui, il l'a fait. Lui, il a fait. Un beau gosse, plein de parties, comme disait ma mère, il le voulait tout son père, et c'est moi qui l'ai eu. C'est quelque chose qui m'a toujours émerveillé, c'est pour ça que j'ai écrit pour l'interroger dans l'histoire. Donc lui meurt très tôt, et dans la nuit où il est mort, j'écris une histoire très très violente. Et quand je relis ça, je me dis ça, c'est tout simplement le cri d'un jeune homme qui est Kamal, qui veut mordre, qui veut tuer tout le monde. Et je dis, mais c'est pas comme ça que tu vas restituer ce qu'ils étaient, ton père et ta mère, que tu vas restituer tout le bonheur qu'ils vous ont donné, ce que vous êtes aujourd'hui, ce côté un petit peu solaire. Et donc je suis dit, calme-toi. Tu écriras leur histoire plus tard, quand tu auras la plume apaisée. Et une plume, ça ne s'apaise pas si facilement que ça. Et il y a un moyen.
que j'ai trouvé d'apaiser la plume, c'est d'écrire la violence. Parce que la violence, c'est facile. C'est très facile. Hein. Tout le monde, vous avez tous... Là, vous me regardez avec des yeux doux. Mais je vous assure que si on faisait un atelier littéraire, dont le thème serait prenez une feuille, réfléchissez à la personne que vous souhaiteriez tuer en priorité dans la vie. Imaginez le moyen le plus douloureux de le faire. Et troisième point, faites en sorte de ne pas vous faire prendre. Je ramasse la copie dans 2 heures. C'est dingue ce que vous allez avoir comme idée. Je vous promets, et vous allez le faire très bien. Vous allez le faire très bien. Parce qu'on est doué pour ça. Regardez des films d'action. Quand le scénariste ne sait pas quoi faire, il fait traverser une voiture, une vitrine, ou mettre un... Il ne se passe rien, mais il se passe quelque chose. Parce que la violence, on a une qualité, on a une disposition, une prédilection assez facile, et puis parce que c'est relativement simple de mettre des mots qui font mal. C'est facile. Par contre, la tendresse, le bonheur, ça fuit sur eux. Et c'est simple, pour comprendre ça, il faut imaginer, moi mon père était chevronnier, mais quand je regarde un gars qui cisèle, c'est-à-dire quelqu'un qui peut dessiner vos initiales de façon très très fine au burin. Il faut une main d'une puissance terrible. Terrible. Il faut être très 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 fort pour faire fin. Et c'est la même chose en écriture. Il faut travailler sa main et son style de façon à être très costaud pour écrire très doucement. Et moi, je savais qu'il y avait, si j'écrivais l'histoire de mes parents, il y avait une seule scène dont je voulais qu'elle soit parfaite. Et qu'elle restitue exactement l'émotion que j'avais à vivre quand j'étais gamin. Et j'ai raconté dans le champ de personne, c'est comme mes parents partaient. Mon père partait au travail chaque matin, avec son clown sur le dos et sa canadienne. Et sur le seuil de la porte, mes parents se faisaient un petit baiser, mais rien du tout très pudique, parce qu'il était extrêmement pudique, mes parents. Ils se faisaient un petit baiser qui était une fraction de seconde, que j'ai appelé un baiser de pigeon ramené. Comme ça. Rapide, vif, bon. Et moi j'étais gamin, je regardais ça. Et je trouvais ça très beau pour plein de raisons que j'ai identifiées par la suite, à savoir, mes parents s'aiment. Mes parents s'aiment, c'est évident. C'est évident. Ce baiser, il disait tout. Il s'aime de façon pudique. Et en plus, mon père a son sac sur l'épaule, donc il va rentrer ce soir. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'étais nourri de cette confiance-là. Et ce moment-là, il fallait absolument que je sois capable de le dire avec quelques mots. Alors, je me suis dit, écoute, tu vas faire comme ton père t'a appris. Et comme je raconte dans la pièce d'hier soir, tu vas commencer par être arpète, apprenti d'apprenti. Tu vas commencer par faire des choses simples. Après, tu auras le droit de prendre les outils dans la caisse à outils. Et après, tu auras le droit de te servir des outils. C'est ce qu'on apprend quand on bricole avec son père. C'est ce qu'on apprend quand on est ouvrier. Et on apprend à écrire quand on travaille avec ses mains. Et ça, c'est déjà une des grosses erreurs que fait l'école, de ne pas comprendre qu'on apprend énormément de choses en travaillant avec ses mains. Énormément de choses. Et ça, c'est aussi des choses qu'on a abandonnées. Et j'en parlerai. Et donc, je me suis dit, je vais faire mon apprentissage en écrivant des histoires violentes. Des histoires qui sont de l'ordre de cette rage qu'on a, parce que ses parents ont disparu. Et j'écris La lumière des Fouquets, extrêmement violente. Et après, alors, ce qui est drôle, c'est que ce livre qui a été présenté effectivement par Daniel Pénac à la série Noire, ils n'ont pas voulu. Trop noir pour la noire. J'adore cette appellation. C'est la première fois que je disais trop noir. Donc, trop noir pour la noire. Mais ça voulait dire quelque chose de réel. C'est-à-dire que si vous lisez des séries noires, ce sont des séries noires assez classiques. Assez classiques, c'est-à-dire il y a un ton, il y a une plume, voilà, et il y a des limites à ne pas franchir. Et il semblerait que là, les limites étaient franchies. Bien que non, si vous lisez, vous verrez, c'est très maîtrisé. Et donc, je suis entré dans la série noire et j'ai fait deux livres policiers. Mais je ne voulais toujours pas écrire l'histoire de mes parents. Moi, j'étais un petit peu comme la Dubarry. La Dubarry, elle disait au Bourreau, encore une minute, monsieur Bourreau, encore une minute, monsieur Bourreau, encore une minute, monsieur Bourreau. La Dubarry, chaque jour, elle révélait un endroit où elle avait caché des bijoux pour ne pas mourir. Ouais. Et à la fin, on n'avait plus de bijoux, ils lui ont coupé la tête. Voilà. Donc moi, j'attendais. Et je me disais, bon, un jour j'écrirai l'histoire de mes parents, mais je ne sens pas la main encore assez solide. Et puis, le destin, je veux dire, vous laisse pas, je crois, il a raison. Et je reçois un coup de téléphone, magique. Allô, c'est moi chérie, il faut qu'on parle. Françoise Verny, la papesse de l'édition. 120 kilos de bonté, de rosserie et d'whisky.
de whisky. Parce que la première fois, elle me dit, il faut que je te voie, parce qu'elle avait lu ces livres-là. Et donc, je suis invité chez elle. Et chez elle, c'est un peu spécial. Vous arrivez, vous voyez sur la table, il y a 2 bouteilles. Une bouteille de whisky, c'est pour elle, et une bouteille de champagne, c'est pour vous. Donc, vous sentez que vous allez discuter de façon un petit peu agrémentée. Et donc, on commence à discuter des projets, elle boit, elle a des discussions de moins en moins qu'elle, voilà, parce qu'elle avait une fenêtre de tir, comment dire, enfin, une lucidité relativement réduite, donc il fallait... Et quand elle était au bord de sa fenêtre de lucidité, elle dit « il faut que tu écrives ça ». Puis alors vous ne discutez pas, parce que c'est elle a une autorité telle que vous dites « bon ». Et elle dit « voilà, il faut que tu écrives l'histoire de tes parents, c'est maintenant, c'est maintenant ». Et n'importe qui d'autre il me l'aurait dit, et y compris le pénal qui me le disait depuis tout le temps, mais oui, il m'a raconté l'histoire de tes parents, faire chier avec ça, écris-le. Et je pouvais pas. Et vous êtes dans la situation assez extraordinaire du gamin de 15 ans, qui est sur sa petite mobilette, et puis il y a sa copine qui lui dit « t'es beau ». Et vous y croyez. Vous y croyez. Elle fait 120 kilos. Hein, elle fait 120 kilos, et vous la regardez de façon amoureuse, et elle vous dit « t'es beau, écris ça ». Et tu fais « oui madame », et vous y allez. Mais c'est insensé, mais il faut, et moi je le dis souvent dans les maisons d'édition, j'essaie d'expliquer que le rôle d'éditeur, l'éditeur c'est pas le nom de l'entreprise, c'est le gars qui travaille avec vous sur le texte. Là, pour ce livre que là, j'ai une éditrice, on m'a donné une éditrice correspondant au type de travail que je fais et au type que je suis. Quelqu'un qui vous suit au quotidien. Et il faut, pour ces gens-là, qu'ils aient cette capacité à vous donner cette énergie amoureuse qui vous fera faire des choses que vous ne ferez pas. Ce n'est pas des techniciens dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un technicien. Vous avez besoin de quelqu'un qui au début vous encourage amoureusement. Vous êtes dans la difficulté, c'est difficile le début d'un livre, vous avez plein d'options possibles, et quelqu'un a dit « t'es beau, je t'aime, tu vas y arriver ». Mais, bien évidemment avec d'autres mots, mais c'est ça dont vous avez besoin au début. Au début, vous avez besoin de ça. Et après, la même personne va pouvoir dire « mais c'est à chier ton passage ». Et vous lui dire « ah bah oui, c'est vrai », et puis vous retournez aussi. Mais si vous le dites au début, vous mettez 2 mêmes, parce que c'est pas le moment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi, quand on est un pédagogue, quand on enseigne, comprendre qu'il y a un moment pour la rudesse et la rigueur, et il y a un moment pour l'énergie d'amour nécessaire pour faire des choses. Qu'est-ce qu'on demande à des mondes qu'on leur demande? On leur demande de travailler, on leur demande des efforts. On demande des efforts. À tout le monde, on demande des efforts. Mais si ceux qui vous demandent des efforts ne vous donnent pas le sentiment qu'ils vous aiment et qu'ils partagent ces efforts-là, ben vous n'avez pas envie de les faire. C'est tout. C'est presque même une histoire politique. C'est l'histoire d'aujourd'hui, presque ça. Et elle m'a donné cette énergie-là de faire quelque chose que je n'aurais jamais fait. Et j'ai fait ça. Et j'ai pu faire le chant de personne et j'ai pu raconter ce moment de douceur de mes parents. Et l'accueil du livre, ce qui s'est passé après, a été insensé, incroyable. Vous n'imaginez pas. Et d'ailleurs, c'est bien parce que vous n'arrivez pas à imaginer. Encore aujourd'hui, quand on dit les chiffres de vente, le nombre de livres qu'on vendait par jour, le fait que dès le lendemain, dans les librairies, il n'y en avait plus un seul, tout ça, vous trouvez presque ça normal parce que vous n'avez pas de repère. Aujourd'hui, je sais que c'est anormal. Aujourd'hui, il y a 20 ans, ce livre, il est encore enseigné dans les classes de 3e comme autobiographiste. Je suis un camp de programme. Voilà. Super rond, et ce livre est ressenti en grand format. Il se vend toujours parce qu'il a ce charme-là. Voilà. Il a ce charme-là, et on sait très bien que dans sa vie d'écrivain, peut-être comme en Fraquin, qui a ce charme-là, au moment où on l'a fait. Et ça, vous le devez à tout un tas d'énergie de ce type-là, et à cette aussi au temps que vous avez pris pour maîtriser. Il ne faut pas se... Je veux dire que, par exemple, les souvenirs d'enfance, c'est pas un sport de jeune. Ça paraît étrange, je vous dis là. Mais regardez comment, quand tout le monde sait ce qu'il en est de Pagnol a attendu d'avoir plus de 50 ans pour raconter ces histoires d'enfance. Il les raconte avec une fraîcheur. Retrouver le monde de 10 ans que vous étiez, qui est quasiment mon point de vue dans beaucoup de mes livres, est un travail. Retrouver l'enfant qu'on était, ses rêves, sa capacité incroyable d'enthousiasme, sa façon de croire, pas de croire en le monde, mais de le rêver, de le posséder, de le traverser, sans inquiétude, angoisse, en tout cas, en étant sûr qu'il va y arriver. Et retrouver cette capacité, alors qu'on la perd, le temps nous le fait perdre, on devient intelligent. On devient intelligent. Ça, c'est une malédiction incroyable. Alors que quand on est gamin, ce manque d'intelligence, on le remplace par des intuitions qui sont des intuitions superbes et somptueuses et qui nous font avancer. Alors que plus tard, on va commencer à mettre des tas de choses dans les balances, dans les plateaux de la balance. Donc ça, c'est retrouver le monde de 10 ans. On avait un talent insensé
à cet âge-là. On avait un talent et une soif et une envie et une certitude que moi j'aime, et une poésie. Et une poésie. On pouvait parler aux arbres, on pouvait croire qu'un oiseau nous regardait, on pouvait tout ça. Et donc quoi, maintenant c'est plus possible. Et dans la pièce d'hier, il y a un petit passage où je raconte que quand j'étais gamin, bon, moi je sauvais Marie-Antoinette à plein temps. C'était mon truc, c'était une maladie, parce que c'est vraiment très bien dans des circonvolutions. Et quand j'étais gamin, et tout le monde l'a fait ici, si vous vouliez sauver Marie-Antoinette, ça ne marchait pas trop bien. Si vous aviez des cow-boys, des Indiens, des cyclistes, des dinky-tops, moi j'ai transporté Marie-Antoinette en berlier, voilà. Elle aimait bien. Ça posait problème à personne. Et quand je voulais la sauver avec une grue, je prenais ma grue, et je la sauvais. Ça, chaque jour, elle était. Mes copains à qui je racontais ça, mes soeurs, j'ai pas un copain qui me dit ça n'existait pas les grues à l'époque. Tout le monde s'en fout. Mais l'important c'est qu'on sauve la reine, qu'on raconte une histoire. Ben oui, tous les gars sont là. Et puis hop, tiens, si je peux te donner une petite table au lago pour t'emmener Marie-Antoinette, parce que ma table au lago elle va vite, pas de problème. Et pourquoi, je dis donc, et pourquoi, plus tard, on n'a pas le droit de sauver la reine avec une grosse joue? Pourquoi on appelle ça un anachronisme? Pourquoi on ne se sent pas capable de raconter même des histoires comme ça à ses potes et à ses amis? Alors que fondamentalement, raconter des histoires, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Et vous le savez, vous tous, parce que je suis certain que dans votre boulot, vous avez le matin celui ou celle qui a toujours une histoire à raconter. Voilà. C'est incroyable. Et si c'est quelqu'un qui casse sa clé dans le truc, qui a croisé un machin incroyable, qui a tu vas pas me croire. Tu vas pas me croire. Et vous êtes là, et vous la croyez, parce qu'elle va vous raconter une histoire. Voilà. Et ça arrive toujours au même. Il y a même un moment, vous rentrez chez vous, vous dites, donc il m'arrive rien, moi. Est-ce que je serais en train de passer à côté de ma vie par hasard? Et lui, il a 3 vies, 4 vies, chaque matin il lui arrive un truc. Quand c'est affreusement jaloux, faites suivre, ça vous voulez savoir. Et vous apercevez qu'il n'arrive rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que cette personne a une seule capacité, elle sait raconter des histoires. C'est tout. C'est-à-dire qu'avec ça, elle vous fait ça. C'est ma mère. Ça, c'est simple. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une vie extraordinaire parce qu'ils sont capables de raconter de façon extraordinaire leur vie. C'est à la fois une grande injustice, mais c'est la réalité. Parce que si ça n'était simplement qu'un acte social du genre je me valorise auprès des gens, mais non, c'est que ces gens-là, leur vie, elle est plus grande. Parce qu'ils finissent par croire à ce qu'ils racontent, et que de toute façon, leur vie, elle est plus extraordinaire puisque des gens les écoutent. Les gens les regardent. Les gens les trouvent extraordinaires, donc ils sont extraordinaires. C'est un truc, mais c'est un truc incroyable, c'est raconter des histoires, mais ça agrandit votre vie, ça paraît, c'est incompatible avec la mécanique des fluides, tu es d'accord? Parce que c'est vrai, c'est la réalité. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, je dis même à l'école, il faut apprendre aux gens à raconter des histoires. Quand ils vont être capables de raconter des histoires, ils vont se réconcilier avec leur vie s'il y a nécessité de se réconcilier, parce qu'elle va devenir formidablement intéressante et qu'elle va vous renvoyer de très bonnes ondes, et que curieusement, votre vie va être plus grande. Ça, c'est une réalité absolue auquel je crois très très fort. Il faut apprendre à raconter des histoeurs. Et c'est pour ça que dans la pièce, je donne des trucs, je dis, mais racontez toujours la même histoire. Faites comme moi quand j'étais petit, tout le monde croyait que j'étais incroyable. Ah, toutes les histoires que tu as dans ta tête, c'est incroyable, c'est formidable. Je leur disais pas, moi j'en ai qu'une. J'en ai qu'une, tout le monde la connaît, donc je disais rien. J'avais ma petite combine, je dis, voilà, il ne faut pas qu'ils s'aperçoivent que je raconte toujours la même histoire. C'est-à-dire, ce que je dis dans la pièce, l'histoire avec un prince, une princesse, un dragon. Je vous donne cette combine-là. Hein, on est là, on va faire un petit séminaire, hein, voilà. En douce, c'est très simple. Le prince, la princesse et le dragon, avec ça, je vous promets, vous racontez 99% des histoires en circulation. Là, dans les livres. Parce que c'est quoi? Le prince, la princesse et le dragon, c'est je veux quelque chose, je désire quelque chose. Je suis le prince, je veux la princesse, je désire quelque chose. Et la princesse, elle est là, je la vois. Mais entre les deux, il y a vraiment des obstacles. Eh bien, la plupart des histoires sont conçues sur la base de quelqu'un qui veut quelque chose et des événements, des gens, des choses, des faits. On empêche. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous pouvez, on peut vouloir le pouvoir, on peut vouloir l'amour, on peut vouloir l'argent, on peut vouloir un territoire, on peut vouloir Ginette, Jeannot.
mais entre les deux, il y a quelqu'un qui ne veut pas, ou il y a quelque chose qui ne veut pas. Votre situation, l'éloignement géographique, n'importe quoi, les cartes, tout ce que vous voulez. Et avec ça, vous écrivez des histoires. Une fois que vous avez compris ça, vous n'avez pas le droit de la machine à café. Pas de problème. Ah non, bien sûr, donc c'est aussi simple que ça, et ça, comme moi, je l'ai compris bizarrement très tôt, et j'apprends dans la pièce en lisant nous deux, parce qu'il faut, il faut lire nous deux. Oui, c'est exactement ça, nous deux, c'est exactement ça. Moi, mon université, ça a été nous deux. Une fois qu'on a vu qu'un homme riche et un moment d'une jeune fille riche, mais pauvre, et puis que sa mère ne veut pas, bon ben voilà, on a tout compris. On sait que ça va s'arranger à la fin. Bon, donc, une fois que les gamins, c'est très bizarre. Pourquoi est-ce que ça vous rentre dans la tête? J'en sais rien, mais en tout cas, ça a été mon université. C'est comme ça que je me suis attrapé des schémas et que maintenant, les histoires se fabriquent effectivement toutes seules. Et que je peux raconter des cas et que je parle beaucoup. Mais je vois parce qu'à la Michel, je m'arrête quand j'avance en Michel, je m'arrête parce que sinon, il parle tout seul. Des surprises. Non, le problème, c'est qu'avec lui, je suis pertinente. Je suis là, j'écoute et je me dis, oh, ça fait une demi-heure là. Non, mais du coup, ce qu'on va faire, et je pense que c'est la meilleure solution, c'est que, de toute façon, vous lui demandez, parce que évidemment, vous savez, Daniel Pupilly a publié plus d'une trentaine de livres, on a parlé ici de certains, on n'a pas parlé d'autres, il y a beaucoup de livres jeunesse qu'on a ici. Ah oui, c'est important, les livres jeunesse. Lu le cheval finance, vous connaissez, voilà. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'était l'origine, ma multifratrie était l'origine de mes histoires, mais là, c'est pas. Là, c'est ma monofratrie, puisque c'est ma fille. C'est ma fille qui a perdu un jour sa petite tortue, et bêtement, moi, je lui ai dit, bah non, elle n'est pas tortue, elle est allée au loin vivre des aventures. Elle m'a dit, bah, racontez-moi. Et elle a 16 ans, et elle a encore que je raconte des histoires de tortues. Bon, mais ça donne ce que ça donne, c'est formidable. Voilà, donc là, vous les connaissez la série, là, La Princesse de Peach. Vous ne les connaissez pas. De toute façon, on les a. Vous pourrez demander. Et puis il y a celui-là, voilà. J'aime beaucoup, qui est très beau. Très beau. Et là, c'est un livre qui a été en grande partie, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est Nathalie Novy, qui est une jeune fille qui a décidé de rêver sur des cartes, qui a fait des choses absolument merveilleuses. Moi, j'ai écrit un texte, je me suis laissé guider par ces illustrations. C'est très rare, mais parfois on rencontre des illustrateurs qui sont inspirés. Et là, elle était inspirée, elle avait une envie. Moi, j'ai simplement. Mais là, l'idée n'est absolument pas moi, et je trouve que le charme de ce livre est 95% celui de ces cartes. C'est vraiment très beau, très très beau, et très réussi. Voilà, voilà, on s'en va ici le monde. Il y en a un autre que moi je découvert qui m'a fait mourir de rire, mais vous le connaissez sans doute. Alors pour la petite histoire, moi j'ai découvert ce livre dans les cadeaux de Noël, c'est ma belle-sœur qui est institutrice qui l'a reçu. Et là du coup j'ai regardé, et en fait ce sont des planches de l'école des années 50, c'est quand même incroyable ce qu'on pouvait apprendre à l'école, c'est les années 50 je crois, c'est ça? Ça c'est les 50-60, c'est-à-dire tous les années 60, c'est l'époque où il y avait un enseignement différencié pour les garçons et les filles, enfin les filles. C'est-à-dire que les filles, on les préparait à devenir des managères accomplies, et les garçons de joyeux bricoleurs, en gros. C'était ça. Mais alors, ce qu'il faut, c'est que, j'ai mis dedans parce qu'on ne croyait pas, il y a une directive nationale, parce que tout ça, c'est des programmes nationaux, qui disait qu'il ne fallait pas donner aux filles des livres trop épais et trop compliqués, parce qu'elles ne pourraient pas les lire. Et c'est en 59, c'est là-dedans. Mais en fait, ce livre, je l'ai conçu, et j'ai eu envie de l'écrire pour une chose extrêmement importante, le mur. Le mur qui séparait la cour des garçons et la cour des filles. On ne peut pas savoir ce que ça a pu générer comme... c'est l'apprentissage du désir, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce que c'est que ce bruit mystérieux qu'on entend, ces effluves d'or? Parce qu'il faut savoir que moi j'ai été puni dans l'école des filles, parce qu'à force de regarder par-dessus le mur, on fait puni, et qu'on m'a puni dans la classe des filles. Alors, il y a deux choses ici. Mais là, une confidence, si un jour vous avez peut-être un souvenir, vous avez un jeune garçon qui était puni dans votre classe, il faut savoir qu'à l'époque, on portait en gros une marinière et un short. Et que dans les poches d'un short de garçon, il y a des tas de trucs lourds. Et que quand vous mettez au piquet les mains sur la tête, le short a tendance à descendre. Et quand à 10 ans, vous avez vécu l'expérience d'être devant 36
fille, les mains sur la tête, avec un short qui a tendance à descendre. Votre conception de la vie change, je vous assure. Et alors, le truc incroyable, c'est que quand on rentre dans un garçon, je rentre pour la première fois dans une classe de filles, et ça sentait peu. Bon, c'est la première chose. Parce que chez les garçons, on a fait une partie de football dans la récré, ça sent le fauve. C'est un vestiaire, une classe de garçons. Et là, ça sentait bon. Après, avec le short, ça s'est corsé. Bon. Mais voilà, donc moi, c'est... Moi, c'est le côté fille qui m'a intéressé. Parce que les garçons, c'est là, et c'était pratique parce que l'apprentissage, je pense que je ne mélange pas. Les garçons allaient aux toilettes pour démonter une chasse d'eau, c'est ça? Comprendre le mécanisme, c'est ça. Le cerveau, c'est pas bon. Ça, pour les garçons, je fais très très bien, mais pour les filles, j'étais un peu. Non, mais la chasse d'eau, mais vous rigolez. J'ai une dame qui a tout ça. J'ai dit, votre fille, et puis je me suis aperçu que je me suis dit que tu m'étais fait rouler. J'avais une chasse d'eau qui fuyait. J'ai appelé un plombier. Il est resté une minute, il est revenu. Ça m'a coûté 900 francs, enfin 90 euros. Et puis j'ai regardé dans votre truc là, mais si on tourne le flotteur, ça marche mieux? Il fait exactement. Vous auriez économisé 90 euros. Non, mais moi, je Non, mais c'est le bricolage. Cela dit, moi, ça m'a appris de couper le poulet parce que j'avais jamais su. C'est bien expliqué, c'est clair, on comprend. Voilà. Puis quand même, il y a ce livre répond à une question métaphysique que me pose mon copain, parce que mon copain, mon bec dans le livre, qui est mon copain qui m'accompagne partout, dans le livre de cela, lui, il a une poule, c'est une fille, une petite amie, quoi. On appelait ça une poule à l'époque, et il se pose une question auquel on a du mal à répondre, c'est comment ça marche une fille? Ah, on les entend, on les rêve, on les imagine, mais on ne sait pas comment ça marche. À 10 ans, on se pose la question. À 60, on n'a pas le Alors, celui-là, c'est le même principe, avec des planches, nos histoires de France. Je l'ai trouvé maintenant sérieusement, mais je ne suis pas française. Je rends une formation justement sur l'histoire de France. J'étais super contente de l'avoir, je vais l'acheter d'ailleurs tout à l'heure. Parce que du coup, c'est bien résumé, j'ai passé une semaine, j'aurais pu passer à voir le livre, c'était plus rapide. Et puis on va finir sur la faute d'orthographe. Celui-là, vous en avez entendu parler déjà, sûrement la fin léopard, c'est le prix Renaudot à Damien Piccolico. Celui-là, on l'a en poche. Et puis le dernier, après on va passer aux questions si vous en avez, et surtout à la dédicace, parce que vous commencez à avoir faim. La faute d'orthographe et ma langue maternelle, c'est très, très, très émouvant et très drôle à la fois. Le livre est sorti chez Albin Michel. Vous avez un peu eu un petit aperçu par-ci par-là. Et puis le début est génial parce que le garçon a, comme souvent dans les livres de Daniel Piccoli, 10 ans, il décide de tuer son instituteur, il décide de faire le crime parfait. J'avais même pas pris le paragraphe tellement il était beau. D'ailleurs, tiens, lisez-nous la première page. Allez, Daniel. Moi, je vous la trouve. C'est une pièce de théâtre, je devrais la connaître par cœur. Normalement, pour le garçon, je la connaissais par cœur. Sorti du contexte de la scène. Je vais tuer mon instituteur. J'ai 10 ans, c'est le bon âge pour commencer une carrière de meurtrier. Je vais devenir le plus jeune tueur de l'école Foch de Limon. Bon, pour l'instant, je suis puni. C'est l'instituteur qui m'a perché sur son bureau. Il m'a mis à sécher comme une andouille. C'est ce qu'il a dit aux élèves de la classe. Ils ont disparu en récréation et moi je sèche. Mon cahier dicté autour du cou. C'est à cause de ce cahier que j'ai tué l'instituteur, à cause d'une phrase. Une phrase qui a signé son arrêt de mort. C'est ce que dit mon père le matin quand il doit signer mon livret de notes catastrophique pendant que moi je suis enfermé au cabinet et que je prie Sainte Rita pour que le verrou résiste. Le verrou a résisté, je peux tuer Sainte Rita, merci. Mais c'est vrai, ça, le matin, je m'enfermais dans les cabinets, je livrais assis à mon père, comme ça je faisais ça, et j'allais m'enfermer, et j'attendais que la voiture parte pour sortir. Vous voyez qu'avec des souvenirs de Georges, on peut faire les livres. Ne vous gênez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour en écrire. Après, il faut les jouer. Ce qui est énorme, ça aussi, non, mais franchement, c'est un truc extraordinaire. On ne peut même pas imaginer, je suis certain que vous pensez, et moi je le pensais, qu'on peut apprendre par cœur une heure, un quart de texte et le dire. Et si, on peut. On peut, tous. C'est juste une question de temps, de méthode. Et c'est incroyable quand on se retrouve derrière le rideau, comme ça, que les gens sont là, ils sont assis, et on n'a même pas peur. On a juste peur de les décevoir, de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent, mais on n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de ce qu'on a réussi à engranger dans sa tête et dont on pensait que c'était impossible. Et je trouve que des expériences comme ça nous montrent qu'on est capable de faire une quantité de choses phénoménales et que simplement il faut qu'on soit provoqué à le faire. Et moi je sais que j'ai été provoqué à le faire. Quand ils ont arrêté l'émission Café Piccoli, je me suis dit tiens, Daniel, là t'as plus d'excuses. Ça fait des années que tu dis que tu veux faire du théâtre, que tu veux être
Gérard Philippe dans Lorenzaccio, il y a 15 ans, il a dit Gérard Philippe dans Lorenzaccio, Avignon, lutter contre le vent et tout ça. Ça m'est passé, enfin, j'ai fait preuve, j'avais une petite estrade, un petit public, ils étaient obligés de venir m'écouter, donc c'était déjà pas mal. Hein. Et quand on peut faire ça, quand on va au bout de ça et qu'on y parvient, vraiment, on sent que parfois on est très injuste, très ingrat à l'égard de la belle machine qu'on est. C'est une machine qui a des performances insensées, comme tu dis tout à l'heure, de ce gamin de 10 ans qui est capable de rêver, qui est capable d'espérer. C'est dans nous, de les jouer, d'être en face des gens, tout ça on est capable de le faire. Et je ne sais pas pourquoi on laisse en jachère toutes ces possibilités. Et je pense que c'est ça notre avenir, c'est aller recultiver le très joli chant qu'on a en nous. On a tous un beau chant à l'intérieur. Alors, c'est une magnifique conclusion. Merci infiniment, Daniel Piccoli.